Le débat de France 24, il est consacré aujourd'hui à l'Iran. Téhéran qui se dit désormais prêt à la guerre, mais aussi prêt à négocier. Des propos tenus après les menaces de Donald Trump d'intervenir militairement si la répression se poursuivait. On a d'ailleurs des informations à ce sujet. Selon l'ONG Iran Human Rights, au moins 648 personnes ont été tuées. Et sur place, Internet est coupé depuis le 8 janvier. Alors, qu'est-ce que cela nous dit de l'état actuel du régime ? Peut-il s'effondrer ? De son côté, Donald Trump peut-il mettre ses menaces à exécution ? On va en parler pendant 45 minutes avec mes invités. Je vous les présente. Bonjour, David Rigoulet-Rose. Je commence par le seul homme présent de ce plateau, une fois n'est pas coutume. Rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Vous avez notamment dirigé cet ouvrage paru en 2022, La République islamique d'Iran en crise systémique, aux éditions L'Harmattan. Bonjour, Azadeh Kian. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur émérite de sociologie à l'Université Paris-Cité, autrice de Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran. C'est sorti aux éditions Bloomsbury en 2025. Bonjour Yasmina Hararghis, vous êtes chercheuse associée à l'université de Princeton aux États-Unis. On va également découvrir votre ouvrage Mirage de la paix, la véritable histoire d'Israël et des pays arabes, édition Passé composé, ça va paraître le 19 février prochain. Je salue également Rezvan Zaidi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une artiste photographe franco-iranienne. Vous êtes arrivée en France en 2015. Si je ne dis pas de bêtises. Merci à vous quatre d'être là. Avant de tous vous donner la parole, les images, les faits avec Noémie Roche. Dans la capitale, des dizaines de milliers d'Iraniens ont répondu à l'appel du régime. Portrait du guide suprême à la main, ils défilent en soutien à la République islamique. Que mon corps soit sacrifié pour la patrie, brandit cette manifestante sur sa pancarte. Des images largement diffusées à la télévision d'État, contrairement aux manifestations anti-gouvernement violemment réprimées, alors que le régime a coupé Internet depuis jeudi dernier. Ouvertement défiées, les autorités tentent de reprendre la main et veulent montrer qu'elles maîtrisent la situation. À l'heure actuelle, nos forces de sécurité contrôlent totalement toutes les villes du pays. Nous bénéficions également d'une supériorité totale en matière de renseignement. Alors que le président américain menace d'intervenir militairement si la répression se poursuit, le chef de la diplomatie iranienne s'est dit prêt à la guerre, mais aussi à la négociation. Les négociations doivent être sérieuses et équitables et non consister à donner des ordres et à dicter des conditions, comme c'est l'habitude de certains pays. Le gouvernement a aussi décrété 3 jours de deuil national pour ceux qu'il appelle les martyrs de la résistance, en référence notamment aux membres des forces de l'ordre tués dans le mouvement de révolte. Un mouvement initialement lié au coût de la vie et qui survient dans un pays affaibli, notamment par la guerre de 12 jours avec Israël en juin dernier, ou encore par les sanctions en raison de son programme nucléaire et rétabli en septembre par l'ONU. Rezvan Zaidi, ça fait donc 10 ans que vous êtes en France. Comment vous voyez ce nouveau soulèvement populaire en Iran ? Quels sont vos espoirs aujourd'hui ? La première chose d'espoir, que bientôt on voit que l'Iran il est devenu libre et que personnellement je ne vois pas d'autres manifestations contre ce régime et soit fin de ce régime vraiment. Et depuis ces années que je suis là, que j'ai d'activités en tant qu'une artiste par les photos sur les Irans, je vois que vraiment cette manifestation est venue complètement différente parce que la dernière manifestation qui a commencé en Iran, c'était pour la femme, vie, liberté, mais cette fois-ci, tout est peuple iranien. Ils ont une solidarité pour que tombe ce régime et on avoir une paix en démocratie et la liberté. Azadeh Kian, ce n'est pas la première fois évidemment que le peuple iranien se soulève. On va en reparler. Comment mesurer l'intensité de ce qui est en train de se passer actuellement en Iran ? La première chose, c'est que dans ce mouvement actuel, on voit la convergence, comme ça a été dit, de l'ensemble des mouvements qu'on a connus dès 2009, ensuite 2018, 2019,
c'était contre la vie chère et contre la crise économique par des classes populaires. Et puis 2022, c'était un mouvement culturel et politique, Femmes et Liberté, avec des revendications pour la démocratie, la laïcité, l'égalité hommes-femmes, l'égalité aussi entre la majorité et les minorités ethniques et religieuses. Et on effectivement retrouve l'ensemble de ces revendications et des acteurs, actrices de ces mouvements précédents dans le mouvement actuel. Et le mouvement s'est étendu à l'ensemble des provinces du pays avec, je dirais, slogan unificateur, Abba Khamenei et Abba le dictateur, ce qui montre que ces contestataires souhaitent réellement la fin du régime. Donc, je pense que, et le caractère inédit aussi, c'est que les commerçants qui n'avaient jamais participé dans aucun de ces mouvements auparavant ont commencé le mouvement. Les commerçants de bazar de Téhéran qui ont fermé boutique et après sont allés manifester dans la rue et par la suite, ça s'est étendu aussi à d'autres bazars, c'est-à-dire d'autres centres commerciaux. Ce sont des conservateurs qui étaient des piliers de régime et qui aujourd'hui, effectivement, aussi manifestent du fait de la situation économique désastreuse. L'économie iranienne, ne l'oublions pas, est gérée par des réseaux mafieux au sens propre du terme et des fondations, etc., qui sont des réseaux monopolistiques. Donc, les peuples d'Iran ne bénéficient pas de la manne pétrolière. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on voit que les revendications économiques et politiques sont entremêlées. David Rigoulet-Rose, il y a eu 2019, il y a eu le soulèvement après 2022, la mort de Mahsa Amini. Cette exaspération, elle dépasse largement le cadre de la simple vie chère. Ah oui, elle a débuté effectivement avec les commerçants autour du bazar à cause de l'hyperinflation en fait, et la dépréciation radicale du rial. Puisqu'il faut aujourd'hui 1,4 million de rials pour $1, c'est-à-dire alors qu'il en fallait 800 000 il y a un an. Donc c'est effectivement c'est ingérable sur le plan économique, mais même simplement commercial. C'était le point de départ, mais ça s'est cristallisé effectivement et ça a pris un tour politique parce que tout simplement c'est une identification des responsables de la situation. Et donc c'est la remise en cause de ceux de la gouvernance. Donc in fine, de la nature du régime de la République islamique. Effectivement, il y a une convergence par rapport au mouvement précédent. 2009, il y avait un caractère spécifiquement politique. C'était la génération des parents des jeunes d'aujourd'hui. Ensuite, il y a eu les mouvements des classes populaires par rapport à l'augmentation du prix de l'essence, en 2019-2020 notamment. Et puis sociétal avec Mahsa Amini. Mais il y a un tournant avec Mahsa Amini parce qu'il y a un processus qui est lancé et d'une jeunesse qui considère, contrairement à ses parents, que la République islamique n'est pas réformable de l'intérieur, ce qui n'était pas le cas de leurs parents. Et donc, il y a un processus qui a été lancé, qui a été réprimé. Il n'y avait pas de manifestation de masse. Aujourd'hui, oui. Alors, l'équilibre des forces n'est pas rompu. On voit que le pouvoir a encore du ressort, mais structurellement, il est condamné. Mais après, la question, elle est de savoir quelle va être la sortie de crise, et on n'est pas totalement assuré qu'il y ait un horizon démocratique. C'est tout le problème. Et Donald Trump menace, il le dit, des options très fortes concernant l'Iran sont sur la table. On pense bien sûr à l'option militaire. Comment vous lisez entre les lignes de ces annonces? Il peut espérer quoi, Donald Trump, en Iran? Alors, quand vous avez le ministre des Affaires étrangères iranien qui appelle Steve Witkoff en semi-détresse samedi pour essayer d'enclencher un processus de négociation diplomatique et réouvrir le fameux dossier du nucléaire qui avait été le point névralgique de toutes les tensions entre Américains, Israéliens et Iraniens. Là, vous avez une nouvelle séquence qui s'ouvre sur le plan diplomatique. Par ailleurs, ma lecture sur la dernière semaine, c'est de dire qu'en réalité, les États-Unis n'ont pas nécessairement vocation à aller sur le terrain en Iran. Donc, régler tout ça de manière diplomatique et par la négociation, c'est pour eux une solution idéale sur le plan logistique, parce que toute opération pour faire tomber le régime ne pourrait pas être menée de la même manière qu'elle a été menée au Venezuela, à savoir on va récupérer la tête du régime qu'on emmènerait chez nous aux États-Unis. Ça ne peut pas marcher en Iran. Vous avez un système qui est un système de renseignement et sécuritaire qui est névralgique au sein de toutes les villes. Donc ça demanderait une présence américaine sur le terrain de long terme que les MAGA refuseront. Et vous avez aujourd'hui dans la narrative
du mouvement Make America Great Again, avec notamment quelqu'un comme Bannon, donc un ancien conseiller et un ancien proche de Trump, qui dit, écoutez, quand on regarde la situation en Iran aujourd'hui, on voit bien en tant qu'Américains que les sanctions économiques font leur effet. Donc pourquoi aller sur le terrain? Et donc c'est là toute la question. Est-ce que la pression sur l'économie a suffi pour que les Iraniens reviennent à la table et changent de posture et sortent de l'espèce de toute-puissance qu'ils avaient? Ou est-ce que à un moment, il va falloir que des pressions soient exercées de manière militaire, mais ce qui voudrait dire que l'on confisque quelque part cette révolution qui, pour l'instant, est menée par les Iraniens, pour les Iraniens, et hommes et femmes, main dans la main dans les rues, avec toutes ces couches sociales qui sont représentées. David Riguglero, sur cette option militaire? Oui, on voit qu'il y a des hésitations de la part du président américain, parce qu'il s'est avancé, évidemment, en disant qu'il allait soutenir. Il n'a pas précisé la forme du soutien. Il y a effectivement des options qui lui ont été présentées, dont certaines sont à caractère militaire. Mais quelles sont les autres? Il y a notamment des aides sur la cyberguerre, l'accès. Il a sollicité l'aide d'Elon Musk justement pour Starlink, qui compenserait la fermeture, le blackout justement de. Bon, on a vu que le gouvernement a tenté de brouiller Starlink aussi, oui, partiellement en tout cas. Oui, mais donc il y a une aide de nature civile qui peut être apportée. Et puis il y a évidemment l'option militaire. Mais il est très prudent parce qu'il sait que c'est mettre le doigt dans un engrenage potentiel. Il a promis à sa base MAGA qu'il n'y aurait plus d'aventure militaire. Donc on a vu, il y a eu le cas du Venezuela, mais qui était quand même tout à fait différent. Et de toute façon, lors de la guerre des 12 jours, il avait dit qu'il n'était pas un partisan du régime change. Mais en même temps, il est sollicité. Il y a des Irano-Américains qui le poussent. Il y a certains sénateurs comme Lindsey Graham. Donc il est en train d'arbitrer parce qu'il ne veut pas se retrouver piégé. De toute façon, il sait que l'Iran, c'est sismique dans tous les sens du terme. Et donc, il fait très attention, même s'il s'est quand même beaucoup engagé pour ne rien faire. Azedekian, je vous voyais réagir à ce qu'il se disait. Non, je suis de cet avis aussi. Après, Trump est vraiment imprévisible. Et finalement, il n'a pas tranché pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, il est sous la pression des Iraniens aux États-Unis, dont un certain nombre ont participé au financement de sa campagne électorale. Il ne faut pas oublier, par exemple, le président de Uber, qui est un Iranien. Il y en a d'autres dans Silicon Valley qui ont cofinancé et financé en fait sa campagne électorale. Vous pensez qu'il est vraiment tenu par ces Absolument raisons pas. Il n'est financières? tenu par personne, mais il doit écouter aussi un peu les pressions venant de toutes parts, si vous voulez. D'un autre côté, il ne peut pas miser sur le fils du Shah d'Iran, contrairement aux pressions exercées sur lui, parce que il y a des services aux États-Unis qui sont en train de lui dire attention, il y a des slogans de temps en temps en faveur du fils de Shah d'Iran, mais ça ne veut pas dire que c'est une solution de rechange réellement au régime islamique. Donc, raison pour laquelle, pour l'instant, il n'a pas rejeté effectivement la proposition de Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, de reprendre les négociations. Cela montre aussi que le régime islamique d'Iran est vraiment dans l'impasse, à la fois politiquement et économiquement, mais aussi, n'oublions pas, fragilisé pas seulement à l'intérieur, mais aussi dans la région, puisque les groupes de proxy, les soutiens comme le Hezbollah, comme le Hamas sont très affaiblis. Bachar al-Assad n'est plus là. Donc, en fait, le régime est affaibli à la fois régionalement parlant et intérieurement parlant. Et donc, raison pour laquelle ils cherchent aussi une sortie à cette crise qui, aujourd'hui, vraiment est très, très profonde. Voilà. D'où leur appel à Witkoff, etc. Alors, je dirais que le canal, visiblement, n'a jamais été fermé entre Witkoff et Araghchi. Il ne faut pas oublier. Mais Araghchi disait « je n'ai plus aucune nouvelle ». Donc, c'est lui qui a pris l'initiative de contacter Witkoff après, au cours de soulèvements actuels. Rezvan Zahedi, le pays peut s'effondrer aujourd'hui, selon vous? C'est votre sentiment? On est à un point de bascule? Est-ce qu'aujourd'hui, la situation peut changer en Iran avec ces manifestations? Vous y croyez? Oui, parce que
c'est une chose que les peuples iraniens, je pense qu'aujourd'hui, ils ont bien compris que vraiment en Iran, même si ça change le président ou le ministre, ça vient rien de changer en Iran. C'est tout un système derrière. C'est ça, oui. Et après, c'est pour ça que oui, je pense que... Parce que j'ai le contact avec le peuple iranien et avec les artistes iraniens et qui, oreille par oreille, ont parlé que non, ils ont perdu toute confiance de ce régime. Et je pense que oui, ils ont pas... Sur ces canaux diplomatiques qui restent ouverts, vous confirmez ce que nous disait notre invité? C'est tout à fait ce qui s'est passé. Effectivement, ils ont gardé certains contacts par message, mais c'est véritablement cette dernière séquence qui a relancé la conversation. Il semblerait qu'il prépare une réunion en personne, que plusieurs pistes, donc on peut bien imaginer quelles sont les sorties de crise possibles, et quand vous avez Steve Witkoff à la tête des négociations, l'économique n'est jamais très loin, donc de toute évidence, ce qu'ils vont négocier, ce ne sera pas uniquement une sortie de crise pour apaiser la situation actuelle, mais c'est un partenariat sur du long terme avec de l'économique, du géopolitique, potentiellement une mutation de la carte du Moyen-Orient, puisque le rêve ultime, et ce qu'avait annoncé par ailleurs Donald Trump, et ce qu'il souhaitait véritablement, il avait annoncé à la Knesset il y a quelques mois, c'était de voir l'Iran rejoindre les accords d'Abraham. Il disait « soyons fous, rêvons, pourquoi s'interdire des choses ?» Et donc, la question à ce moment-là, ça a été et la question qui se pose véritablement pour l'Iran aujourd'hui, c'est quelle incarnation si demain vous avez un changement de régime ou la continuité, quelle incarnation? La question de l'opposition. Tout à fait, la question de l'opposition politique. Et comme le disait très bien, madame. La figure du prince héritier aujourd'hui est fortement défendue au sein de certains cercles américains et de la diaspora, mais la véritable question de sa notoriété ou de sa capacité à prendre en main le destin de tous les Iraniens, sachant qu'il a quitté l'Iran en 79, que potentiellement le perse qu'il parle actuellement n'est plus celui de la rue et de Téhéran, parce que la langue aussi a évolué depuis, et tout ce symbolique aujourd'hui impacte le réel, et donc la question va être de la suite. Peu importe l'issue et peu importe ce qui sera négocié, qui pour porter soit la coopération avec l'Occident, soit le renouveau du régime. Et c'est ma question, qui pour porter justement les prochaines étapes, si le régime était amené à tomber? Il est déjà, de toute façon, sa chute telle qu'il est aujourd'hui est déjà programmée, mais l'enjeu, il est ailleurs. Il est effectivement, quelle est la nature de la sortie de crise? Est-ce qu'il y a un deal possible en maintenant une partie de ce qui a été, de ce qui relève du régime? C'est tout le problème. Et notamment, il y a la grande inconnue, c'est les passedarans, les gardiens de la révolution. Il y a des dissensions fortes au sein du pouvoir iranien. Ah oui, il y a des dissensions fortes, mais en même temps, il y a un ciment idéologique, etc. Mais même chez les gardiens de la Révolution, il y a des dissensions. Il y a les affairistes, puisqu'ils contrôlent une grande partie de l'économie. Il y a des purs idéologues. Mais quand même, c'est l'ossature sécuritaire du système. Et il y a la clé de voûte qui est la figure du guide suprême. Mais il n'est pas exclu que des éléments, effectivement, des gardiens considèrent qu'il peut y avoir le prix à payer. Ça peut être la mise à l'écart du clergé, justement pour se maintenir au pouvoir. Et ça hypothéquerait évidemment une transition avec un horizon démocratique qu'on souhaiterait évidemment. Mais c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Et avec les négociations qui ont lieu là, justement, on peut s'interroger sur les attendus de cette négociation, qui porteront pas que sur le nucléaire, de toute façon. Et on peut noter que les membres du système avaient fait des appels du pied il y a quelques mois ou quelques semaines à Trump en disant qu'ils n'étaient pas fermés à l'idée de faire revenir des investisseurs américains. Y compris dans le cas de la République islamique. Évidemment, c'est pour Donald Trump, c'est ça. Et on voit bien cette logique gagnant-gagnant, du coup. Les Iraniens pourraient gagner des investissements et Trump pourrait élargir son marché. Mais l'Iran est un pays compliqué, quand même. Et Trump a tendance à simplifier les choses. Et donc, il faut être très, très prudent. Comment vous aimeriez qu'elle s'incarne, cette transition, si elle devait arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois? Question difficile. Non, mais oui, absolument. Mais effectivement, déjà, moi, je pense à l'effondrement du régime et pas à une révolution.
ni à une chute brutale, mais l'effondrement qui est un processus, ça peut prendre plusieurs mois, etc. Et ce que je pense, c'est qu'il faut aller vers une coalition avec l'ensemble des forces politiques en lice, déjà en Iran même. Il faut commencer par les minorités ethniques et religieuses. Une coalition, ça veut dire qu'il faut s'entendre. Il faut s'entendre, Ouais. voilà, c'est ça qui est le plus difficile. Vous avez des Kurdes, des Azéris qui sont des Turcs iraniens, vous avez des Baloutches et des Turkmènes, etc., qui ont leurs représentants et qui sont en Iran et qui sont impliqués dans de nombreux mouvements, y compris aujourd'hui. C'est une mosaïque de minorités, vous nous dites. Mosaïque de minorités qui constitue 50% de la sur les population périphéries. iranienne. Sur les périphéries. Périphérie des grandes villes. Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Kurdes, il y a beaucoup d'Azéris, par exemple, à Téhéran même ou ailleurs. Il n'y a pas que dans leur région. D'une part. D'autre part, mais qui constitue 50% ou la moitié de la population. Après, vous avez d'autres personnalités qui sont respectées, même si à un moment, ils ont fait partie du régime. Je pense à M. Moussavi, ancien Premier ministre, qui, avec sa femme Zahra Ranavaz, sont emprisonnés depuis 2009, enfin en résidence surveillée depuis le mouvement vert de 2009. Il y a un certain M. Taïzadeh qui était ministre de l'Intérieur de président Khatami, emprisonné également. Il y a Mme Sotoudeh, il y a Mme Narges Mohammadi. Enfin, il y a aussi des Il y a des activistes. visages, oui. Il y a des visages, mais il faut réunir à la fois la société civile, à la fois les représentants des partis politiques, faire une grande coalition. Je ne pense pas pour l'instant que le fils du Shah d'Iran en sera capable. J'espère qu'il le saura. Mais en tout cas, on va vers cette coalition afin de faire un passage vers un Iran démocratique. Alors, ce que revendiquent les minorités ethniques et religieuses, bien sûr, c'est le fédéralisme. C'est enfin le fédéralisme à l'iranienne, je veux dire, qui consiste à dire on voudrait une autonomie. Personne ne veut se séparer de l'Iran, mais l'autonomie parce que, historiquement, ces minorités, en tout cas depuis l'Iran moderne, depuis les années 1920, ils ont été toujours malmenés, minorisés par le pouvoir central. Aujourd'hui, ils veulent aussi participer davantage au pouvoir et à la richesse du pays. Je pense qu'on peut aller vers cette solution-là, ça prend du temps, mais à condition qu'il n'y ait pas d'intervention militaire américaine ou israélienne, à condition qu'on laisse les Iraniens de l'Iran faire. Et puis, la diaspora iranienne doit soutenir, bien évidemment, ce qui se passe en Iran au niveau des contestataires et des opposants qui sont en Iran. D'ailleurs, je pense que Trump n'est pas très loin de cet avis. Il a dit l'alternative doit venir de l'intérieur. C'est votre sentiment également? La solution ne peut devenir que de l'intérieur, pas par une intervention étrangère? Je pense que c'est universel, ce n'est pas que à l'intérieur cet mouvement parce que non, pas du tout. Non, pas du tout. Pardon, j'ai pas compris. Non, pas du tout. Mais il y a une chose que aujourd'hui, tout le monde a demande pour soutien les États-Unis et l'Europe d'être aux côtés, pas que faire la guerre. Et heureusement, aujourd'hui, on voit qu'en Iran, beaucoup de services militaires qu'ils ont venu côté du peuple iranien. Ça veut dire qu'ils ont laissé abandonner le régime. Bien sûr que non, je ne pense pas qu'aucun Iranien aime bombarder l'Iran. Oui. Alors, c'est difficile d'avoir des estimations, mais selon certaines estimations, 10 à 15% de la population soutiendrait le régime. Quel crédit apporter à ce chiffre ? Les chiffres, en réalité, il faut s'en méfier comme de la peste parce qu'on n'a pas en réalité de terrain ou de possibilité aujourd'hui de faire... on n'a pas l'IFOP en Iran actuellement qui peut véritablement mesurer. Donc, ce qu'on a, c'est des estimations. Ce qui est plus intéressant, c'est les estimations qu'on a obtenues des hôpitaux et des morgues, où là, on a un bilan entre 500 et 1000 personnes. Et en général, dans toutes les révolutions de cette région, il faut multiplier par au moins 2 au moment où le peuple est en train de vivre. L'ONG Iran Human Rights nous parle de 648 morts. L'information est tombée à 17h tout à l'heure. C'est ça, d'autres chiffres en donnent 1000. Donc, il faut prendre en tout cas les chiffres avec énormément de précautions. Ce que l'on sait et ce que l'on peut analyser avec certitude, c'est la manière dont le régime iranien a l'habitude de réagir, comparer les modalités de réaction qui ont pu être employées face aux femmes pendant les manifestations après la mort de Mahsa Amini et imaginer
ce à quoi font face les manifestants aujourd'hui. Mais vous dire avec certitude les chiffres des manifestants dans les rues, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est massif, que les premières images ont montré le côté massif et que la foule était organisée, que c'était organisé de manière extrêmement pacifique avec des manifestations où les gens étaient assis. Donc c'est quand même d'une beauté et quelque part aussi à l'image de ce peuple qui sait que face à un régime qui est armé, le meilleur moyen de se faire entendre, c'est encore d'essayer de s'exprimer de manière à éviter ce qu'on est en train de voir dans les images derrière vous, la mort de milliers de manifestants. Oui, juste effectivement pour répondre à votre question, effectivement, on n'a pas d'IFOP en Iran et c'est pas un pays démocratique, mais avant tout ça, avant la révolte actuelle, il y a eu des sondages de la part du ministère de l'Intérieur en Iran auprès des Iraniens de l'Iran, ministère de l'Intérieur iranien auprès des Iraniens. Il s'est avéré que plus de 87% de la population iranienne sondée était contre ce régime. Donc en fait, ça nous donne aussi une idée. À cela s'ajoute le fait qu'on regarde les élections qui ont eu lieu pendant toutes ces années en Iran et on constate que le nombre des gens qui votent et qui soutiennent ce régime est en baisse constante. Alors j'ajoute aussi que la manifestation organisée par le pouvoir aujourd'hui même, ça s'est passé à la place Engelab, place de la Révolution. Je connais Téhéran, c'est pas immense cette place. C'était pas la place Azadi, parce que place Azadi, c'est la principale place où ça se passait toutes ces grandes manifestations. Donc ça vous donne une idée aussi de la baisse, aussi de la popularité de ce régime. Et donc c'est ça qui me laisse dire et nous laisse dire que si le mouvement continue, eh bien le régime a toutes les chances de s'effondrer. Il y aura des défections en son sein. Il est en train de creuser sa propre tombe, c'est ce que nous dit madame. Oui, mais il y a quand même une répression qui est féroce. Hein. Et les chiffres sont largement sous-estimés, malheureusement. C'est ce que nous dit d'ailleurs l'ONG. Hein. Elle Ouais, parle de 648 morts en disant que ce bilan pourrait être largement sous-évalué. Notamment dans les régions kurdes, où en fait, c'est des régiments des passes d'Aran qui sont engagés. Et là, on a très peu d'informations. Et là, ce sont des tirs à l'arme lourde. Hein. Donc, le nombre des victimes va être beaucoup, beaucoup plus important. Et ça montre quand même qu'il y a un ressort sécuritaire qui fonctionne, malgré tout. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Alors voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'équilibre des forces n'est pas rompu, ni au détriment de l'un, ni au détriment de l'autre. Mais il y a quand même, de la part du pouvoir, l'idée que céder, c'est se condamner. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont dans une logique répressive maximaliste, plus importante encore que lors des précédents mouvements, parce qu'ils savent que là, c'est un moment de vérité pour la survie du régime. Pardon, est-ce que je L'ayatollah Ali Khamenei qui nous dit juste à l'instant que les rassemblements massifs en soutien au pouvoir sont un avertissement aux États-Unis. Fin de citation. Bon, ok. Mais d'accord, c'est ce que. Mais je veux dire que même malgré ça, ils ont été obligés d'appeler l'armée pour, entre guillemets, assurer la sécurité des lieux publics dont certains avaient été attaqués par les manifestants. Ça veut dire que le régime commence à être débordé ? Ça veut dire que le régime commence à être débordé. Et comment il y a eu aussi, pour la première fois, 100 personnes membres des forces de coercition qui ont été quand même tuées. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est différent des autres mouvements qu'on connaît. Voilà. Et donc là, ça fait peur. Aux forces de coercition d'une part. D'autre part, si vous regardez Gardiens de la Révolution, c'est un mythe de dire qu'ils sont homogènes et qu'ils soutiennent tous ceci. C'est ce qu'on disait à l'instant, qu'il y avait des dissensions. Non, il y a des dissensions et il peut y avoir des dissensions en leur sein parce qu'il y a des Gardiens de la Révolution qui ont du mal aussi à survivre, tout comme les gens qui sont dans la rue, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes économiques. Moi, dans le temps, quand j'allais en Iran, j'en ai eu pas mal dans mes enquêtes qui me disaient je deviens peintre en bâtiment le week-end. L'autre qui me... Les gardiens de la Révolution. Des gardiens gradés. Et certains avaient fait la guerre et qui étaient aussi retraités et qui devenaient chauffeurs de taxi parce que la retraite ne suffisait pas. Je veux dire, ne pensez pas que l'ensemble des gardiens de la Révolution sont fidèles au régime ou vont toujours rester fidèles au régime. Et ça, pour qu'ils désistent et qu'ils changent de cap et de camp, ça, c'est la subtilité des hommes et des femmes politiques en Iran, de comment faire pour qu'ils puissent changer de camp et laisser
la hiérarchie Pour l'instant, ce n'est pas religieuse. encore le cas. Non, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas ça que je dis. Mais raison pour laquelle, je veux dire, ça prend du temps, tout ça, et ça dépend comment c'est géré. Le mouvement, au début, c'était un mouvement pacifique. Et donc, on ne pouvait pas tirer sur les gens qui pacifiquement étaient, enfin on tirait, mais moins. Donc en fait, il y a tout ça à prendre en considération et jusqu'où peut aller ce mouvement. Rezvan Zaidi, vous êtes toujours en contact, j'imagine, avec des Iraniens sur place. Ils vous disent leur détermination. En ce moment, qu'il y a 5 jours que j'ai aucune nouvelle, parce que Tout c'est est coupé Internet, depuis, c'est tout coupé, et aussi le Internet, électricité. Tout qui sont coupés en Iran, j'ai pas de nouvelles, mais avant de ça, j'avais des nouvelles par mon frère et ma famille à propos de la situation de l'Iran. Mais il y a une chose qu'ils ont dit que vraiment aujourd'hui, tous les même ils ont les armées, ils ont changé les vêtements, ils ont pour venir côté du peuple iranien. Ce n'est pas comme avant qu'ils ont dit ok, c'est pas grave, même qu'on est dans la difficulté de fiance, on doit protéger ce régime. Ils ont abandonné vraiment. Ils n'ont pas côté de ce régime. Ouais. Sur cette survie du régime iranien, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tout n'a pas changé depuis 2 ans et la guerre à Gaza, avec cet équilibre régional finalement qui a évolué en défaveur du régime iranien ? Vous avez sur le terrain, en tout cas, une recomposition. Moi, j'étais au Liban il y a quelques semaines. C'est assez impressionnant de voir les rues de Beyrouth et d'autres villes du Liban totalement transformées, dans le sens où vous avez beaucoup moins l'iconographie de tous les martyrs, notamment sur la route de l'aéroport. C'est le visuel et le paysage visuel de cette région est en train de changer. Même si le désarmement du Hezbollah est encore en cours, mais il a été affaibli. Ils sont affaiblis sur le plan politique. Après, ce qui embête également certains Iraniens, c'est que certains hauts placés du Hezbollah continuent à toucher leur salaire d'Iran, alors que les Iraniens n'arrivent pas à payer leur riz et la farine. Et donc, cette espèce de dichotomie et de contradiction entre ce que souhaite représenter l'Iran dans la région et ce qu'ils n'arrivent pas à donner à leurs propres citoyens, c'est ce qui peut perdre quelque part la classe politique aujourd'hui et le régime qui est au pouvoir. Et vous avez effectivement, ce qui a été très bien dit, des symptômes de l'espèce d'affaiblissement des forces de sécurité, mais pas que, avec des demandes de visa de certains gardiens de la Révolution ici en France, certains déplacements de ministres avec leurs familles dans d'autres pays de la région pour mettre tout le monde à l'abri. Donc tout ça, ça dit quelque chose de l'ambiance, si vous voulez, au sein du régime et du sentiment de quasi-encerclement, avec des menaces à la fois des Israéliens qui n'ont pas hésité à dire à travers le Mossad sur Twitter qu'ils étaient présents, qu'ils surveillaient ce qui se passait et qu'ils étaient prêts à protéger les manifestants si les choses tournaient mal. Trump, que Netanyahou, ne l'oublions pas, avant les fêtes de Noël, et en voyant les débuts de ces manifestations, a essayé de convaincre d'aller au Liban, et finalement la situation en Iran a changé le cap. Donc là, ils regardent tous vers Téhéran et ce qui va se passer sur les prochains jours. Et tout ça, si vous voulez, arrive à un moment où effectivement Gaza n'est pas encore stabilisé. La Syrie, à la frontière avec les Israéliens, c'est encore très compliqué. Il y a quelques jours, vous avez eu des heures entre les Kurdes et les forces gouvernementales de Shara. Le Liban est en grande négociation pour désarmer le Hezbollah et qu'ils rendent leurs armes, et que la situation au sud Liban se calme avec, aujourd'hui, vous avez des frappes quasi quotidiennes des Israéliens. Et le Yémen, où là, sur le plan diplomatique, c'est en train de monter en puissance parce que ça donne lieu à une espèce de guerre qui ne dit pas son nom entre les Émirats et l'Arabie Saoudite. Et donc, en plus de tout ça, le cas iranien tombe sur le bureau de la Maison-Blanche. Et donc, il y a une espèce de dépassement. Donc, on pourrait également penser, à juste titre, qu'avec ce qu'il vient d'obtenir au Venezuela sur le plan du pétrole et de ce que ça représente sur le plan économique, l'Iran, c'est loin. Sur le plan logistique, c'est compliqué. Donc, peut-être que la voie diplomatique, pour l'instant, avec les Iraniens, c'est la chose la plus simple à faire. Et cette recomposition régionale passera-t-elle par l'Iran ? C'est l'une des questions. David Rigouleros, quand la diplomatie iranienne se dit prête à négocier, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est que le régime se sent dos au mur quand même. Ça veut dire que
c'est pas de gaieté de cœur qui souhaite relancer les négociations, manifestement. Il y avait des rumeurs de contact via Oman, à Mascate. Donc effectivement, c'est l'idée que on essaie de baliser une sortie de crise et que le régime veut essayer de sauver. Il y avait déjà cette volonté ces dernières années de montrer patte blanche aux Américains pour permettre la sortie des sanctions. On a vu qu'à l'issue de la guerre dite des 12 jours, il y avait une fin de non-recevoir un peu orgueilleuse de la part justement de Téhéran par rapport à la poursuite de négociations. Mais là, vu la configuration actuelle, ils ne peuvent pas se permettre la même attitude, ce qui explique éventuellement, effectivement l'initiative d'Araqchi. En suscitant et en laissant miroiter des possibles ouvertures justement pour Donald Trump. Mais les choses sont complexes de toute façon. Et c'est pour ça que j'évoquais les arbitrages sur les différentes options. D'ailleurs, Donald Trump a dit que quand bien même il y aurait un processus de négociation, ça n'exclurait pas d'éventuelles actions en cours. Donc c'est très compliqué. On est à un moment charnière probablement, effectivement, pour le déroulé de la suite des événements. Qu'est-ce qui peut faire basculer les choses dans les prochains jours ? C'est un grand point d'interrogation, puisque l'équipe des forces, pour l'instant, n'est pas rompue. Et donc, il y a un principe d'incertitude qui prévaut encore, mais c'est une situation qui est totalement inédite, effectivement, depuis 4 décennies de République islamique. Écoutez, je ne sais pas ce qui peut, parce que pour l'instant, on sait que les manifestations continuent malgré tout ça. Il faut vraiment rendre hommage au courage de ces Iraniens et Iraniennes. Mais c'est vrai que ça se passe maintenant dans des quartiers, c'est-à-dire dans chaque quartier, les gens descendent dans les rues de leur quartier. On n'a plus ces grandes manifestations du début, du fait de la répression féroce dont on subit la population. Alors, moi, ce que je vois, c'est que l'Europe est une fois de plus très timide, très silencieuse. C'est pas le seul dossier. C'est pas le seul, oui, absolument. Mais en fait, il y a des façons à aider aussi l'Iran sans une intervention militaire. L'Iran, c'est-à-dire la population, c'est Starlink, par exemple, c'est très important parce que quand il n'y a pas de connexion... c'est le réseau satellite d'Elon Musk, on le rappelle à nos téléspectateurs. Voilà, qui ne coûte pas grand-chose et on peut très bien envoyer beaucoup de Starlink en Iran à travers donc des frontières iraniennes qui sont très poreuses. D'une part, d'autre part, j'ai même pensé à une caisse de retraite, à financer des caisses de retraite. Ça, par exemple, cela se faisait en 1979 lorsque les ouvriers et beaucoup d'employés étaient en grève, surtout les ouvriers de pétrole, etc. Ça marchait bien parce que aussi ça s'installe dans la durée. Moi, je ne pense pas que les gens vont dire bon, ok, ils nous ont tués, ils nous ont massacrés, ils nous ont arrêtés, torturés, on va rentrer chez nous. Ça va s'installer dans la durée. Donc, on a besoin d'une caisse. Enfin, ils ont besoin d'une caisse par exemple, de grève, enfin, ce genre, et faire pression importante à travers l'ONU ou directement, parce que ce qu'ils sont en train de faire en Iran, comme dit Shirin al-Dekhani, qui est avocate des droits humains, eh bien, c'est plutôt un crime de guerre. Ça n'est plus seulement une répression dont on connaît... par ce régime, enfin, fait par ce régime. Donc, en fait, il y a tout ça. Et donc, ces pays européens sont particulièrement silencieux. Ils attendent voir ce que ça donne. Il ne suffit pas de dire « on soutient le peuple iranien ». Merci, mais qu'est-ce que vous en faites pour les soutenir concrètement? Ce n'est pas seulement soit les bombes, soit rien. Voyez, donc, entre les bombes et ces gens d'aide et aussi pression diplomatique, il y a des solutions. Moi, on était tous avant l'émission, pardon, je parle trop, mais on en parlait. Le ministre iranien des Affaires étrangères a invité aujourd'hui même les ambassadeurs de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie. Il les a pas invités. Ils sont convoqués en plus de ça et ils y sont allés. Et allemands, ils y sont allés pour regarder comment est-ce que les manifestants étaient violents. Non, mais il faut franchement, ça dépasse l'entendement. Et ces 5 ambassadeurs européens, ils sont allés et sont restés là et ont regardé ces images pour faire plaire à M. Araqchi. C'est une honte pour l'Europe, honte pour chacun de ces pays-là.
Oui, bien sûr, parce que même aujourd'hui, que les peuples iraniens, ils sont dans le vraiment, c'est la même une guerre contre. C'est vraiment une guerre parce que tous les soirs, ils ont perdu leur vie. Et même qu'ils n'avons pas d'Internet, même qu'ils n'avons pas d'électricité, viennent dans la rue avec allumer leur portable pour montrer au monde que nous sommes tous les soirs dans la rue pour que vous entendiez notre voix et vous venez de notre côté. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je vois que l'Europe ils sont juste en train de discuter, pas de soutien. En tant qu'une Français, et je parle sur Iran aussi, mais je pense que si aujourd'hui l'Europe restait de la côté du peuple iranien, et si ça change ce régime, demain, on va avoir un Iran libre et d'autres pays de côté de l'Iran vont trouver leur liberté et la paix comme avant de ce régime qu'on avait dans le Moyen-Orient. On parlait des Européens, quels sont réellement les leviers à leur disposition aujourd'hui? Les leviers, ils sont quand même limités, effectivement. C'est plutôt du côté des Américains que ça peut se faire, notamment puisqu'on avait évoqué Starlink. Donald Trump a contacté effectivement Elon Musk pour essayer de développer le réseau. Ce sont des boîtiers, en fait. Voilà. Et ça c'est une option d'aide pour éviter qu'il y ait un huis clos sanglant, ce qui était le cas puisque tout est fermé. Après, il peut y avoir des aides économiques, mais in fine, de toute façon, le combat est d'abord le combat des Iraniens. Et on ne peut pas le faire à leur place. Et d'ailleurs, voilà, ils n'ont jamais fait à la place des Iraniens. Non. Ce sont les Iraniens qui le font. Mais parfois, excusez-moi, mais parfois, personne ne demande l'aide ni, encore une fois, les bombes. Mais ce que je dis, c'est que, par exemple, les Européens peuvent faire pression sur le régime islamique d'Iran à travers l'ONU, par exemple. Oui. Et ça, c'est une pression diplomatique. Je ne parle pas d'autre chose. Ça, c'est c'est totalement faisable et possible. Sauf que les Européens ne veulent pas s'y mêler. Ils se contentent de dire... Faire pression, oui, mais pour quel résultat? C'est ça aussi la question. N'importe Ils quel peuvent toujours résultat. faire pression, mais pour quel résultat? Non, mais aux Nations Unies, par exemple, vous savez, à l'ONU actuellement, le secrétaire général de l'ONU est très récepteur de ce genre de discours. Par exemple, ils peuvent envoyer, par exemple, une équipe dans les prisons iraniennes, délégation de l'ONU, etc., pour empêcher les exécutions sommaires en cours. Et plus de 12 000 personnes arrêtées selon les organisations de la défense des droits humains vont être traduites et vont être, exécutées ou en tout cas condamnées à des peines d'emprisonnement longues. Donc là, on peut faire des choses, ne dites pas qu'on ne peut rien faire. Et ce sera le mot de la fin. Quand c'est intéressant, ça passe toujours trop vite. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission. Restez là, l'information continue sur France 24.